où je suis née, vraiment dans un orphelinat. En fait, pour moi, c'était la façon de remercier d'avoir été sauvée. Le jour de ma naissance à 4 ans, aucun lien d'affection. Comment tu l'as vécu, en fait, justement, ça? T'es passé justement d'un orphelinat à une vie de millionnaire. Moi, ce que j'ai ressenti, c'était vraiment l'amour. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Jusqu'au moment où j'ai eu un accident de ski. Et là, ça a été fatal. Parce que je perdais des postes. Parce que mon corps suivait plus. Les échecs sont revenus à cause des addictions. Les addictions, souvent, c'est la pointe émergée de l'iceberg. Quelle est justement cette partie sous l'iceberg? C'est pas les addictions qui m'ont amené à la douleur. La douleur a amené les addictions. À me dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai perdu des êtres chers, dont ma première compagne, où j'en suis pas fière. J'ai dû voler pour survivre. Voilà, moi, mon instinct de survie, mais c'est pas bien. Mais j'ai payé ma peine. Qu'est-ce que je veux plus? Je veux plus me saboter. Je veux juste aider, soutenir. Voilà, maintenant, je me dis, il y a la résilience. Alors moi, j'adore la photo parce que c'est figé. C'est l'instant figé, l'instant présent. Et on peut jamais reproduire une photo. Et c'est comme la vie. C'est un instant, un moment, une séquence. Et c'est ça la magie. Et qu'est-ce que tu veux capturer? Bonjour à tous, bienvenue dans la Linton Mindset. Il y a des histoires qui ne laissent personne indemne. Et il y a des personnes qui, malgré tout, continuent de sourire. Pas parce qu'elles n'ont pas mal, mais parce qu'elles ont appris à transformer. Aujourd'hui, je reçois une femme au parcours très intense et profondément inspirant. Le but de cet échange est très simple. Te rappeler qu'il y a de l'espoir et que même au milieu du chaos, on peut retrouver une direction. En choisissant petit à petit le regard qu'on porte sur la vie. Donc aujourd'hui, je reçois Ana, née en Roumanie. Elle est abandonnée dans un orphelinat avant d'être adoptée par une famille suisse. Un nouveau départ et un nouveau monde. Puis ses parents, suite à de mauvais investissements, ses parents adoptifs perdent tout. Il faut repartir de zéro et absolument tout reconstruire. Ana entame un long parcours semé d'embûches, qui l'amène notamment à lutter contre des addictions dont elle va nous parler également aujourd'hui. Mais ce qui frappe chez elle, c'est sa lumière et surtout sa capacité à avancer. Et cette manière de rester positive, extrêmement impressionnant, même quand la vie se montre très brutale. Bienvenue dans cet épisode et bon visionnage. Salut Ana, comment ça va? Mais super bien, Linton, merci de m'accueillir. C'est super, merci. Ouais. La même, très content de t'avoir. Toujours ce sourire, c'est incroyable. Il faut. Il n'y a pas toujours des sourires, hein, mais il faut garder espoir et moi, c'est ma force, c'est ce sourire. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir raconter ton histoire aujourd'hui? Je pense que je suis dans une étape de ma vie où j'ai atteint un stade de maturité, de sérénité, de résilience. La fin est jamais finie tant qu'on n'est plus là. Mais là, je suis là et je pense que je suis à un stade de ma vie, justement, où je suis maman pour la deuxième fois, où j'ai perdu un premier enfant. Petite pensée à toi, mon petit Maël. Voilà, qui a malheureusement pas pu rester avec maman, qui a été au ciel. Et puis j'ai une petite étoile. Là, j'ai le miracle d'avoir un deuxième enfant, qui a 4 ans et quelques mois et qui me rend, on voit avec mon sourire encore une fois, si joyeuse et qui me donne la force. Et parce qu'il y a un parcours de ma vie, plusieurs parcours qui ont été très compliqués. Justement, on va en parler. Si tu pouvais choisir une intention pour cet échange, ce serait quoi? Mon témoignage aujourd'hui, c'est surtout de partager ma vie par un parcours de naissance compliqué. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, jamais tout est facile. Mais au bout du chemin, il y a le soleil. Et moi, je suis là pour dire qu'on peut y arriver, quoi. Très beau message d'espoir. Déjà, tu annonces la couleur au début du podcast. C'est génial. Donc justement, on va passer les différentes étapes. Donc tu nais en Roumanie. Donc tu es abandonné par tes parents dans ces fameux orphelinats
Les orphelinats, on les appelait des Ceausescu, extrêmement durs. Est-ce que tu peux un petit peu nous dire, à cette époque-là, si tu as des souvenirs, qu'est-ce qui t'a marqué, comment est-ce que tu l'as vécu? Alors, moi, mes souvenirs sont par les cinq sens, l'odorat, le goût, le visuel et ce fameux trouble de l'abandon qui est très compliqué, très chaotique, je dirais, pour un nourrisson, parce que en fait, c'était dans un cadre où je suis née, vraiment dans un orphelinat, donc dans un milieu hospitalier, et ensuite transférée dans un lieu d'orphelinat, un cadre où ils sont plus âgés, les enfants. J'ai quitté l'orphelinat à l'âge de 3 ans et demi. Je suis arrivée en Suisse à 4. Mais le parcours entre deux, c'est vraiment sur une période très politique, très stricte, dans une dictature très sévère. Mais tu parles des cinq sens, justement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que tu entends par ces cinq sens? Alors moi, ce qui me frappe le plus, en fait, c'est ces barreaux, les berceaux très stériles, l'odorat, c'est l'odeur de la javel, l'odeur du vinaigre pour désinfecter parce qu'il n'y avait pas de produits. Et malheureusement, voilà, c'est des produits qu'on utilise toujours aujourd'hui, mais que je ne peux plus supporter en fait. Je ne peux plus sentir la javel. J'ai du mal avec le vinaigre. Et pourtant, c'est des super désinfectants. Mais non, merci. Et puis, c'est très précaire. Donc, on n'avait pas de lait. Voilà. Et non, il y a des choses, des aliments qui... par exemple, une soupe. Moi, la référence d'une soupe, aujourd'hui, ça va mieux. Mais l'association de ce que j'ai vécu comme trauma, même alimentaire, c'est la soupe équivalent à je suis malade. C'est un rappel, je vois ces barreaux, je vois voilà, niveau hospitalier, et j'en ai eu fait des passages à l'hôpital. C'est vraiment ces fenêtres typiques, un peu comme des prisons en fait. Et j'ai beaucoup de mal à voir ces fenêtres, ces grands Velux comme ça. Ça me traumatise. Et le changement de berceau, quoi. Où j'avais pas le droit d'avoir un doudou. Parce que mes parents, dont je salue, et je t'aime maman, merci papa, ils m'ont offert un doudou, un petit nounours. Et puis en fait, ça a été jeté. Tu avais quel âge? Tu es resté combien de temps, en fait, dans ces orphelinats? Alors, pour le passage, en fait, si tu veux, mes parents, ils m'ont rencontré. Donc, ma mère, elle est suédoise. Oui, mes parents adoptifs. Ma mère est suédoise. Mon père est arménien, italien, suisse. J'ai un frère aîné, j'ai une sœur aînée du premier mariage de mon papa. Et puis, il a rencontré ma maman, qui malheureusement a une santé très compliquée, qui l'a pas permis de malheureusement vivre ce bonheur et tomber enceinte. Et donc le choix s'est porté à sauver un enfant, sauver une âme, que ce soit garçon ou fille. C'est vraiment le geste. Et c'était à quel âge que tu les as rencontrés? Alors ils m'ont rencontré, j'avais 2 ans. 2 ans. Et le parcours a duré 2 ans. Donc, en fait, tu as 4 ans, en fait, quelque part de souvenirs de ces orphelinats. 4 ans, je dirais pas, en tout cas 2 ans. Voilà, j'ai ces souvenirs, comme je disais, ces cinq sens. Mais j'ai surtout le souvenir d'avoir été sauvée par des âmes magnifiques que maintenant je peux appeler papa, maman. Et ça, c'est essentiel. En étant maman, maintenant, aujourd'hui, de mon petit Milan, que j'aime. C'est mon petit ange. C'est plus mon petit ange là-haut. J'ai 2 anges.
Et vraiment, j'ai une famille magnifique, une maman exceptionnelle que j'aime plus que tout au monde, un papa merveilleux et des frères et sœurs merveilleux. Est-ce qu'au niveau relationnel, est-ce que tu as quelque part des souvenirs par rapport à ça dans ces orphelinats, avec les personnes soignantes ou alors les autres enfants? Alors cela m'évoque aucun souvenir. Je sais que j'ai été très bien guidée, très bien accompagnée pour le transfert administratif qui a été très compliqué par moments. Et puis la directrice de l'orphelinat avec qui on a gardé contact pendant nombreuses années, qu'on a accueilli en vacances aussi, qui est assez atypique. Mais ma vie est assez atypique et puis donc ça a commencé dès le départ. Qui est venue donc en Suisse. Et puis là, moi j'ai fait un refus. Elle me parlait en roumain. Et puis j'ai carrément dit à ma maman, mais c'est qui cette dame qui me parle en espagnol? Donc j'ai déjà décidé de bannir. Ouais, c'était un trauma, donc j'ai décidé de bannir en fait, même à l'oreille. Et c'est une magnifique langue, j'adore à l'oreille. Maintenant que je suis retournée en Roumanie à l'âge de 30 ans, c'était un souhait de ma part de partager ça avec ma maman adoptive. Et c'était un magnifique voyage. Et ça m'a réconciliée parce que par moments, ça a été... c'était un peu traumatisant en fait, parce que c'était un sujet très tabou. Très tabou. Pas par toutes les personnes de ma famille. Un échange très fluide avec ma maman. Mais moi, j'avais une peur en fait. J'avais un trauma que je puis maintenant enfin évoquer, de décevoir, de toujours rester à la hauteur, parce qu'il fallait, dans mon jeune âge, mon enfance, d'être parfaite. En fait, pour moi, c'était la façon de remercier d'avoir été sauvée. C'était de toujours rester à la perfection. Et en fait, ça m'a apporté beaucoup de passages où en fait, où si j'atteindais pas cette perfection, je suis une ratée, j'ai pas été parfaite. Je dois être parfaite pour eux. Quand tu parles de décevoir, tu voulais pas décevoir tes parents adoptifs. C'est ça, en fait, ça. que tu veux dire, ouais. De leur dire, OK, vous avez choisi la bonne personne. L'enfant que vous avez choisi va donner le meilleur d'elle-même. Et si je donnais pas le meilleur d'elle-même, de moi-même, d'elle-même, c'était, je vivais ça comme un échec et ça m'a apporté beaucoup une autoflagellation à moi-même. Est-ce que c'était lié, en fait, à une peur inconsciente, étant donné justement que dans les orphelinats, bah, il y a eu quand même un abandon de tes parents non biologiques? Est-ce que là, est-ce qu'il y avait peut-être une peur sous-jacente que tes parents adoptifs t'abandonnent? Est-ce qu'il y avait quelque chose comme ça ou bien pas du tout? Moi, je pense que c'était plutôt... on est sur la select, quoi. Tu sais, on est sur la select, dans le sens, on doit être choisi pour être sauvé. Et toute adoption, on veut être parfait. Et je pense que même inconsciemment, en étant petite, peut-être j'ai essayé d'être parfaite, qu'on me choisisse pour être sauvée. Et du coup, j'ai intégré ça vraiment du moment où j'ai eu vraiment cette opportunité. C'est comme si comme si c'était quelque part un casting et tu te Ouais, prépares au c'est casting ça. et puis les parents ils arrivent et C'est puis ça. après je vais être choisi. C'est ça. C'est un mécanisme de défense. Exactement. Très intéressant. Et de défense, parce que c'est vrai que de défense, parce que peut-être il y a un autre enfant qui va être choisi, et puis mince, j'ai loupé mon opportunité. Mais on pense pas comme ça en tant qu'enfant. On pense à
je veux juste sortir de là. Parce que là, c'est un enfer, c'est une prison pour un enfant. Parce que quand on est, la première chose qu'on dit à des parents, en tant que mère qui a donné naissance et donné vie à un enfant, un bébé de 6 mois, c'est le pot à pot. Moi, le pot à pot, je ne connaissais pas. Et ça, il y a le jour de ma naissance à 4 ans, aucun lien d'affection. Donc, en fait, moi, je pense comme tout enfant qui est adopté, pour ceux qui m'entendent, ou peut-être ça fait sens, ou peut-être ça éveille, et puis on se dit, ah, en fait, on veut être sauvé, quoi. On veut sortir de ça, on veut sortir de là. Et puis c'est un instinct de survie. C'est vrai que n'étant pas adopté, d'avoir justement cette vision-là, ça permet aussi de comprendre certaines choses. Et dans ta famille, en fait, du fait que justement tu voulais être parfaite, tu voulais être choisie, quelle place en fait quel était ton rôle naturel en fait dans cette famille? Enfance de 8 à 15 ans, 16 ans, ça a été très compliqué parce que, encore une fois, c'est ce barème. Je suis demandée et je dois donner le meilleur de moi-même. Et ça a pu créer peut-être un conflit inconsciemment pour mes frères et sœurs et dont maintenant je me dis ça n'a pas été ma faute. Et justement, quand tu repenses à toute cette période, est-ce que tu ressens plutôt de la gratitude, de la confusion, plutôt de la pression? C'était quoi en fait, si tu repenses à tout ça? Je dois dire waouh, merci, parce que je suis d'une famille à l'époque qui était très aisée, avec une entreprise dans le domaine immobilier. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu une grosse fortune dont j'ai été mais pourri gâtée. Bah justement, en fait, t'es adopté, t'arrives en Suisse. Donc là, tu avais 4 ans, on est d'accord. Et après, justement, donc là, ils avaient cette fortune. Et après, vous partez vivre aux États-Unis. C'est ça? Et tu avais quel âge? 14 ans? Non. Alors, je suis partie, j'avais 8 ans. Et puis, je suis arrivée ici, je suis revenue, j'avais 20 ans. Et comment tu l'as vécu, en fait, justement, ça? T'es passé justement d'un orphelinat avec beaucoup de pauvreté à une vie de millionnaire. Moi, ce que j'ai ressenti, c'était vraiment l'amour. Et puis, bien sûr, le confort, quoi. Un confort plus que confort. J'estime qu'on a eu tous la chance d'avoir eu le luxe. Quand je dis un luxe, c'était des week-ends en hélicoptère, le yacht, voilà. Un manoir sur les hauts de Montreux, résidence principale. Un terre-à-terre, une petite maison terre-à-terre de je ne sais plus combien de mètres carrés, mais enfin majestueuse, en Floride, à Miami, où j'ai passé 14 ans, donc j'ai fait mes études là-bas. Une petite résidence secondaire avec un petit appartement au sud de la France, une petite maison campagnarde en Suède. Donc, enfin, il y avait le choix. Les cartes étaient là. Puis, on va où? On fait quoi? Et puis, voilà. Ça, j'ai vraiment une jeune enfance et le luxe d'avoir vécu ça. Et c'est un luxe, car à l'heure d'aujourd'hui, quand je suis revenue en Suisse, les choses ont changé. Et malgré, en fait, toute cette abondance, toute cette richesse, est-ce qu'à ce moment-là, il te manquait quand même quelque chose? Est-ce que tu souffrais quand même de... Typiquement, on a parlé de l'abandon, enfin, de ces choses-là. Tu avais l'impression qu'il te manquait quelque chose? En fait, c'est vraiment le sentiment de ne pas décevoir. Et puis, l'abandon est revenu lors du divorce de mes parents. Je me suis ressentie abandonnée. Il y a eu une période très compliquée où j'étais un peu la thérapeute, l'oreille, l'écoute, l'épaule, le soutien. La personne qui n'avait pas besoin d'avoir ce rôle parce que j'étais trop jeune pour ce rôle. Tu voulais pas décevoir. Est-ce que tu remplissais ces rôles encore et au nom de... Oui. Je ne veux pas décevoir, donc je porte beaucoup plus que je ne devrais porter. Mes oreilles n'étaient pas faites pour entendre leurs histoires. Mais mon cœur
et l'amour que je porte pour eux et ce devoir encore en moi je peux pas les décevoir, je peux pas juste fermer la porte et dire être égoïste et puis me dire non maman, non papa, je veux pas vous écouter. Oui, j'écoute. Encore aujourd'hui, ça me fait terriblement mal, mais j'ai dû mettre certaines barrières pour me protéger et j'ai pas vécu mon adolescence. Je crois qu'on fait tous une crise d'ado, mais moi, elle était très tardive. Donc il y avait quand même ce manque quelque part. C'est ça, Ce c'est manque de ça. pouvoir réellement... Comme si on m'avait mis sur Terre pour un but précis, pour colmater, pour résoudre, pour faire ce lien. C'est un peu cette responsabilité. Si, en fait, si moi je lâche, moi je craque, tout s'effondre. J'étais un peu le pansement pour unir cette famille qui était chaotique. D'un regard extérieur, on se dit, mais les riches, ils n'ont pas de problème. Puis justement, là, c'est l'illustration que, justement, on peut être multimillionnaire et avoir énormément de problèmes, avoir ces déchirements. Déchirement financier, c'est une chose, mais déchirement affectif, parce que chacun de nous, on a subi. Là, tu peux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé pour que, justement, au final, tout ça, en fait, vous le perdiez, quoi. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour que... Il y a eu la crise immobilière en Suisse, donc ça a été le cataclysme, hein. Et à ce moment-là, lui, il était encore jeune, il avait encore les moyens, et puis rêveur, plein de bonne volonté, de rien lâcher, puis d'investir sur des projets dont il n'avait pas connaissance, dont des usines de cigares, des cotons, la mode des cotons, des t-shirts, et puis imprimerie, enfin le gros début d'acheter des t-shirts blancs et imprimer, et puis faire des publicités. Là, c'était le gros début de ça. Et puis, échec sur échec sur échec, jusqu'à plus rien avoir. Malheureusement, les êtres humains, ils font aussi des échecs. À ce moment-là, toi, qu'est-ce que tu as fait? Donc, tu es resté aux États-Unis, après, tu es revenu, enfin... Alors, moi, je suis restée aux États-Unis parce que pour moi, le lien de la Suisse, c'était vacances. Moi, j'ai eu mon bac avec mention. J'ai eu beaucoup de chance avec succès de finir mes études avec gloire. En fait, j'ai dû commencer à travailler. Et après, il y a eu le 11 septembre. Et puis, j'ai eu 2 boulots en même temps. Et une grosse responsabilité de devoir survivre. Puis donc, du coup, un échec aussi pour moi. Parce que j'ai perdu mes 2 emplois. Et puis, je suis revenue en Suisse. Et puis là, c'était le challenge. Parce que j'avais plus la langue. Enfin, j'avais un dialogue familial. J'étais trilingue. Enfin, je suis encore. Français, anglais. Mes 2 langues, soi-disant maternelles. Mais un gros défi avec le français parce que moi, j'avais tout perdu. Puis, il fallait que je recommence tout à zéro, quoi. Et donc, moi, j'ai eu l'opportunité de travailler, et puis la chance aussi d'être aussi ouverte, aussi tactile, que ce soit émotionnellement, dû à toutes ces petits acquis. Et puis, j'étais faite pour l'hôtellerie, pour aider, pour soutenir les gens. Et c'est un domaine que moi, j'adore. Donc, tu es arrivé en Suisse, donc du coup, là, c'était difficile, tu as retrouvé du boulot directement. Directement, j'ai eu la chance. J'ai eu beaucoup de chance avec des boîtes internationales. Ouais, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Jusqu'au moment où j'ai eu un accident de ski. Et là, ça a été fatal. J'ai eu une dégradation physique qui a été sur le long terme. Mais jusqu'à devoir demander, et puis, enfin, pas demander, mais que l'AI a été imposée. Et après, j'ai dû faire des demandes parce que je perdais des postes, parce que mon corps suivait plus. Ce qui a été des échecs sur échecs, et je vis très mal les échecs, parce que pour moi, ma vie, elle est bien, quoi. Je veux dire, de tout perdre, à avoir
des super postes, bien rémunérés, avec un confort que personnellement j'avais acquis moi-même, donc pas avec l'aide de mes parents, mais vraiment par moi-même, où je pouvais aller en voyage avec un confort. J'étais jeune, j'avais 25 ans, 23, 25 ans, et jusqu'à mes 33 ans, 32 ans, 33 ans, j'étais mais vraiment tranquille. Les échecs sont revenus à cause des addictions, des licenciements et de nouveau ces échecs personnels où je me faisais licencier. Pas par vous n'êtes pas bien Madame Nafilion, vous n'avez pas réussi, vous avez mal fait votre travail, mais par ma santé. Et donc pour combler ça, il y a eu des substances. L'alcool, donc ça a été un gros challenge. Je dirais plus que c'est un challenge à l'heure actuelle, mais des hospitalisations, des cures que j'ai souhaité vraiment personnellement aller de moi-même. Parce que je me dis, oula, time out, là ça va pas. Donc là, tu mentionnes donc les addictions. Donc les addictions, souvent, c'est la pointe émergée de l'iceberg. Quelle est justement cette partie sous l'iceberg qui fait que justement t'as mené? L'injustice. C'est vraiment l'injustice de me dire, mais mince, c'est pas les addictions qui m'ont amené à la douleur. La douleur a amené les addictions. Et en fait, c'est la souffrance d'avoir échoué sans rien demander, l'injustice de la santé qui m'a amené à une dépression, quoi. À me dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est l'instinct de survie, encore une fois. Je dois travailler, je dois manger, je gagne bien ma vie et paf, la santé fait que je suis ramenée à zéro. Et puis à zéro, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Heureusement, parce que moi j'aime pas m'ennuyer, parce que quand je m'ennuie, c'est encore pire. Donc j'ai repris des cours de français, j'ai essayé parce qu'en Suisse, on doit dire qu'on est vraiment gâté dans le niveau des réinsertions et tout. Donc j'ai eu ces opportunités, je les ai prises. On a tous un ange gardien. Et puis quand il me dit toc toc, il y a une fenêtre ouverte, je vole à travers et j'essaye de trouver une solution pour rien lâcher, quoi. Et puis malgré tout, des fois elles sont pas là les fenêtres. Et donc j'ai ramé. Il y a aussi eu des bouleversements dans ma jeune enfance où voilà, il y a eu des abus. Il y a eu des abus, des attouchements, de la violence, des choses, des traumas. Et qui m'ont aussi amené à consommer pour oublier. Ce qui n'est pas génial. Et j'ai perdu des êtres chers, dont ma première compagne. Parce que à un moment donné, je me suis dit, avec les abus, les échecs et personnels, donc amoureuse, donc il y a eu des grosses déceptions. Et puis en fait, je me suis dit, pourquoi pas, soyons fous. Voilà, et je me suis dit, pourquoi pas essayer, ça va pas me rendre plus bête, pourquoi pas. Bon, voilà, j'ai été dans différentes expériences et où je me suis sentie très bien, très très bien. Et j'ai perdu ma compagne, qui est maintenant décédée depuis bientôt 20 ans. Et puis, encore une fois, l'abandon, quoi. L'abandon et le cœur brisé, quoi. Et j'essaye. Puis j'ai aussi perdu mon premier enfant. Donc, beaucoup de drames. Sur des moments où il y a aussi du bonheur, il y a des drames. Merci beaucoup en fait de partager tout ça. C'est vraiment extrêmement courageux.
Et là, maintenant, j'ai envie de parler de résilience parce que, Oui. La résilience. comme je dis justement dans ma chaîne, ce qui te freine peut devenir ce qui t'élève. Et puis toi, dans ton cas, mais comment tu fais en fait avec tout ça pour avoir le sourire, la joie de vivre, l'énergie, malgré tout ce parcours douloureux? C'est incroyable. Et même là, enfin, ça se voit, je veux dire, ça se porte. Tu as tes yeux qui pétillent. J'adore, c'est énorme, ce sourire, tu sais. Franchement. Non, il faut que je sois comme ça. Enfin, il faut pas. Je m'oblige pas. Mais je pense que ça, c'est mon antidépresseur, en fait. Mon antidépresseur, parce qu'il y a des suivis, bien sûr. Il y a eu beaucoup, beaucoup de suivis. Je suis pas venue comme ça, par magie, aussi pétillant. Enfin, oui, j'aime la vie. Donc, je suis pétillante. J'aime le soleil, la pluie, le bon temps, les ouragans, le hurricane. Alors, il y en a eu. Mais moi, je me dis, mais demain est un autre jour. Hier, c'était hier. Et je suis ici. Je suis sur Terre. Il y a chacun un objectif sur Terre. Et puis moi, si demain, je suis pas là, aujourd'hui, j'ai le sourire. Et puis, ça n'a pas été joyeux. Mais je me dis, si j'ai pas ce pétillement, si j'ai pas cette joie de vivre, et puis cet humour, parce que moi, c'est l'humour qui me... l'autodérision de moi-même. Il faut l'avoir. Et il faut être combattante. Et puis les chutes, elles sont que là pour te dire, mince, t'es tombé, tu te relèves. T'as 5 hernies discales, t'as les béquilles. T'as les béquilles physiques, t'as les aides. Voilà, moi, maintenant, je suis auprès de diverses associations dont je dis un grand merci. Et encore ce sourire. Parce que merci, ils m'ont donné l'espoir, ils m'ont fait confiance auprès de la Croix-Bleue, dont une personne vraiment, je sais que quand vous me regardez, ma chère, c'est grâce à vous. Et vous êtes ma petite V, ma victoire, ma petite plume de ma résilience. Et je vous dis un grand merci. Et comme dans d'autres associations dont je vaux la peine, parce qu'il y a eu des parcours où j'en suis pas fière. J'ai dû voler pour survivre. J'ai porté un bracelet électronique. C'est des choses qui sont horribles, dures. Mais quand on n'a pas le choix, et puis qu'on n'a rien dans le frigo, et puis qu'on a des échecs, mais voilà, moi, mon instinct de survie, mais c'est pas bien. Mais j'ai payé ma peine. Mon bracelet, je l'ai eu. Maintenant, j'ai cette association dont je suis tellement fière d'y participer, dont on a une expo prochainement, l'année prochaine, pardon, la semaine prochaine. Et j'en suis fière. Et puis c'est ça la résilience, de me dire, avec tous mes échecs, toutes mes erreurs, et puis mon combat, d'aller au bout, mais vraiment au fond de la piscine, et puis remonter, et des deuils, des échecs, la toxicomanie, mais enfin, c'est pas facile. Et voilà, maintenant, je me dis, il y a la résilience. Et je peux mettre mon poing sur la table et me dire, c'est bon. Mon vase a été rempli. Et maintenant, j'aimerais la sérénité et pouvoir aider les autres. Bah justement, quand je te regarde, je crois qu'il y a une chose extrêmement fondamentale, si ce n'est pas la chose la plus fondamentale de la vie, que tu as pleinement comprise et intégrée, qui est la gratitude. Dis-moi si je me trompe. La gratitude, je l'ai tous les jours quand je vois mon enfant. Je l'ai tous les jours par les gens qui m'aiment. Je l'ai surtout par les gens que j'ai peut-être blessés. Et j'en suis vraiment tellement, tellement profondément blessée et triste que j'ai pu faire du mal. Et puis ces gens, ils ont peut-être pas mérité ça. Dont les vols. Mais voilà, c'est aussi un appel de dire, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Et maintenant, la résilience et par toute cette peine et cette souffrance, c'était ma manière aussi de me punir, de
de me dire, mais peut-être j'ai pas été assez punie dans la vie. Et je me punis moi-même. Voilà, j'ai dû faire du sabotage pour arriver que maintenant, qu'est-ce que je veux plus? Je veux plus me saboter. Je veux juste aider, soutenir. Aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Anna, aujourd'hui? Que les choses continuent comme ça. Me souhaiter bonne chance, parce que moi, mon objectif, c'est de vraiment soutenir les gens. Tu as parlé de la photo aussi, tu fais de la photographie également. Tu as fait aussi des expositions photos, je les mettrai justement à la fin en image, les différentes photos en fait, que tu as fait. Alors moi, j'adore la photo parce que c'est figé, c'est l'instant figé, l'instant présent. Et on peut jamais reproduire une photo. Et c'est comme la vie. C'est un instant, un moment, une séquence, et c'est ça la magie. Et qu'est-ce que tu veux capturer? Et moi, c'est ça qui me fait vivre, parce que je pense, avant, j'étais surtout sur des paysages, et puis maintenant, j'aime photographier vraiment l'instant présent et toucher les personnes. Et vraiment, le jour où j'aurai un site, je vous informerai. Mais vraiment, si vous souhaitez capturer l'image de votre vie, prenez le temps. Et je pense que c'est une bonne thérapie. Et c'est ça que j'aimerais faire. Et puis, des photolangages. Il y a plein de projets en ce moment. Mais c'est ça, c'est la résilience. Et c'est de capturer la résilience, capturer la souffrance et capturer le sourire, le succès. Bah, merci beaucoup Anna, on arrive gentiment au bout du podcast. Franchement, je voulais te remercier pour ton immense courage, qui est juste extraordinaire. Ton sourire, honnêtement, c'était super agréable. C'est très contagieux, hein, les sourires. Donc, franchement, j'étais pas très bien, j'étais très très down, mais je me suis dit, ça me tenait vraiment à cœur de faire ce podcast. Bah là, cet échange, je me sens bien mieux que quand on est arrivé. Donc, ouais, et puis en tout cas, merci, hein, Linton. T'es magique, t'as un beau sourire, t'as une belle énergie, et merci vraiment de m'avoir accueilli. Et ça me touche, et j'espère toucher aussi les autres. Allez, on vous aime. Bravo, merci aux parents, merci aux mamans, et plein d'amour. Merci, Linton.